Bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre. L'art est le sujet d'aujourd'hui. Vous le savez, l'art est fragile, en particulier en ces périodes de crise sanitaire. Et on va voir comment, pourtant, il est indispensable et il peut se réinventer grâce au numérique et grâce à des entrepreneurs de talent. C'est Business Model. Bonjour Julie. Bonjour Thomas. Vous êtes la cofondatrice de Artpoint. On va revenir sur cette entreprise que vous avez lancée il y a peu de temps avec une amie, une partenaire. Et vous êtes spécialisée dans l'art numérique. Mais bon, on commence par cette rubrique sur l'actualité. Qu'est-ce qui vous retient votre attention ces dernières semaines, ces derniers mois dans le monde artistique au vu de cette situation un peu particulière ? Et écoutez, au vu de la période, forcément, nous sommes obligés de revenir sur la crise sanitaire que nous connaissons tous. Aujourd'hui, on prend conscience plus que jamais de l'importance de l'art pour embellir nos sociétés. On voit énormément d'initiatives qui sont prises aussi bien par des acteurs culturels que par des citoyens qui nous prouvent tous les bienfaits de l'art. Et j'ai été assez impactée par de nombreuses initiatives. Comme je le disais, on a pu constater des orchestres qui ont eu lieu à distance, des concerts. Oui, des orchestres dont les musiciens jouaient via visioconférence. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est de se dire comment est-ce qu'ils arrivaient à être harmonieux, parce qu'il y a toujours des temps de latence ou une difficulté à suivre son chef d'orchestre, du coup. Tout à fait. Dès le premier confinement, on a eu l'Opéra de Paris qui a lancé cette démarche qui nous prouve que même à distance, on peut assurer une certaine cohésion. Je pense que c'est très inspirant, notamment pour le télétravail. Ça nous montre qu'on peut réussir à faire de grandes choses à distance. Et puis, très récemment, on a eu également l'Orchestre de Toulouse qui nous a proposé une expérience à distance. On a eu notamment le chantier de Notre-Dame de Paris qui nous a proposé une visite guidée à distance. Et puis énormément d'initiatives telles que la Nuit des musées qui s'est maintenue à distance. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que toutes ces initiatives recueillent du public, qu'elles fascinent encore. Et c'est pour moi la preuve qu'aujourd'hui, particulièrement dans la période que l'on traverse, on a besoin d'avoir recours à ce type d'émotion. Et alors justement, à propos d'émotion, est-ce que vous considérez que l'émotion passe aussi bien par ce format, ces canaux numériques, que dans la vraie vie ? Tout à fait. Je pense qu'on peut réussir. Justement, le numérique n'est pas un frein. Il nous aide à pouvoir démocratiser l'accès à l'art. Et particulièrement en ce moment, forcément, il faut penser à de nouvelles initiatives pour réussir à proposer un accès à l'art au plus grand nombre. Alors forcément, c'est toujours difficile de penser à des choses innovantes, mais on réussit quand même à susciter des émotions par le biais justement du distanciel. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après ? L'après, où par exemple on aurait encore des concerts numériques de ce style, où finalement les salles de concert, les salles d'opéra, de théâtre seraient réduites ? Je pense que forcément le physique reprendra son cours, c'est évident. En revanche, la situation nous prouve qu'on arrive à faire de grandes choses à distance. Donc peut-être que pour certains lieux en France, par exemple, qui n'ont pas toujours accès à la culture, ce type de démarches vont poursuivre par le futur. Mais je pense surtout, d'une manière très optimiste, que tout ça nous prouve plus que jamais justement les plus-values de l'art, de la culture. On le voit notamment avec des initiatives citoyennes qui soutiennent notamment les librairies, et je pense que ça nous prouve qu'on a besoin d'art pour développer notre créativité notamment. Alors, on voit comment est-ce que la technologie vient au secours d'une situation sanitaire qui nous empêche de vivre comme avant et de perpétuer finalement cette connexion grâce à l'art. Mais la technologie aussi permet de plus en plus d'assister, d'augmenter le travail des artistes. Tout à fait. Disons qu'avec les nouvelles technologies, les artistes ont un nouveau champ de création qui est presque infini, qui les inspire énormément, puisque finalement, avec les nouvelles technologies, on peut presque tout faire. Il y a des exemples qui vous ont marqué récemment dans ce domaine ? On avait vu, par exemple, l'année dernière, un portrait généré totalement grâce à l'intelligence artificielle qui s'est vendu pour presque 1 million d'euros. C'est la preuve que les nouvelles technologies font des choses exceptionnelles, mais toujours grâce à l'aide de l'humain
l'humain. Et justement, beaucoup d'artistes numériques questionnent notre rapport aux technologies, quasiment tous les artistes, grâce aux outils du futur, mais il y a toujours une place de l'humain qui est prépondérante dans les œuvres d'art digitales. Donc en fait, c'est intéressant, on a la technologie comme vecteur de diffusion de l'art, on a la technologie parfois comme support, hein, on va y revenir avec ce que vous faites, support numérique. On le voyait dans les musées, il y avait déjà des utilisations de la technologie pour certaines installations, et puis aussi en amont ou en coproduction pour aider l'artiste à explorer de nouveaux champs. Tout à fait. Le numérique peut être un support de diffusion, mais également un support de production pour les artistes qui explorent tout ce champ des possibles par différentes technologies. Et le prochain Van Gogh, pour vous, il viendra du numérique ? Écoutez, je ne pense pas que le numérique est une alternative à un courant traditionnel. Pour moi, c'est un complément. Ce sont deux courants distincts. Enfin, pas deux courants, mais disons que ce sont deux manières de penser l'art. Je pense qu'une œuvre d'art traditionnelle créée à base de peinture, par exemple, sera toujours exceptionnelle, mais que l'art numérique prend également sa place et que ce sont juste deux manières de réfléchir à la création. Et de partager des émotions. On va voir pourquoi est-ce que justement ce terrain de jeu artistique attire de plus en plus d'entrepreneurs comme vous ou d'autres. Alors c'est vrai que c'est un monde fascinant, le monde artistique, qui attire beaucoup de jeunes gens ou moins jeunes d'ailleurs, et quand on a cette envie d'entreprendre, on peut se dire que c'est un terrain de jeu favorable. Pourtant, il y a toujours eu un match entre art et marchandise, hein. C'est un peu un bras de fer, une antinomie, voilà, même si ces deux mondes peuvent s'interpénétrer. Comment est-ce que vous voyez justement cette contradiction ? Bien écoutez, je pense que l'art numérique nous offre un champ des possibles qui est extrêmement large. Comme on le disait, les outils numériques nous permettent de repenser complètement la manière de créer. Aujourd'hui, avec l'art numérique, tout est bousculé. Tous les codes de l'art traditionnel sont bousculés et c'est justement, selon nous, la preuve qu'on peut tout à fait repenser un business model, ce qui laisse une place aux entrepreneurs parce que le champ des possibles, à nouveau, en termes de business, est extrêmement large. Est-ce que vous pensez que le marché est mûr ? Est-ce que finalement on est prêt à accepter autre chose que des tableaux, des photos, et que le côté finalement numérique va se répandre dans le grand public ? Écoutez, nous, on sent qu'il y a encore un travail d'évangélisation à faire. On a encore besoin d'expliquer, parfois, de démocratiser ce qu'est l'accès à l'art numérique. Mais on sent que les gens sont de plus en plus prêts à accueillir l'art numérique parce qu'ils en voient énormément d'atouts dans leur quotidien. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sur ce créneau, ou est-ce que finalement vous êtes encore un peu pionnière ? Alors je dirais qu'à l'étranger, notamment dans des pays comme le Canada, l'Asie du Sud-Est ou encore l'Israël, on a énormément d'entreprises qui se lancent dans l'art numérique, qui repensent des business pour ce courant artistique. En France, on a une solution qui est encore assez novatrice, mais on voit en tout cas de plus en plus de start-up évoluer dans le secteur culturel, ce qui est la preuve que les choses bougent, les jeunes entrepreneurs ont envie de faire évoluer parfois des mentalités qui sont encore trop traditionnelles grâce aux nouvelles technologies. Et donc, on pense que c'est un moment assez opportun pour l'art numérique. Et alors, justement, à propos de business model, ce numérique permet d'envisager des choses qui n'étaient pas forcément possibles jusque-là. Je vais prendre peut-être un exemple, mais imaginons que voilà, on le sait, peu de personnes peuvent s'offrir un Picasso, mais du coup, avec le numérique, on peut le diffuser plus largement, par exemple, ou c'est une fausse piste ? Oui, éventuellement. Après, la force du numérique va être également qu'on va pouvoir avoir des œuvres, notamment en perpétuelle évolution. Donc, on a des œuvres qui sont créées à base d'algorithmes. Donc, d'une part, elles permettent de sensibiliser aux outils digitaux et donc de comprendre des mécanismes du futur, tels que l'intelligence artificielle, le machine learning. Et d'autre part, elles suscitent des émotions perpétuelles dans la mesure où elles permettent d'avoir des œuvres qui évoluent perpétuellement, qui se renouvellent perpétuellement et qui donc sont amenées à susciter des émotions nouvelles au cours du temps. Et en termes de business model, il y a des innovations que vous observez sur le marché. Vous citiez
ces exemples internationaux, est-ce que vous avez vu des choses intéressantes en termes de business model? Tout à fait. Comme je le disais, c'est intéressant de voir que l'art numérique bouleverse les codes de l'art traditionnel en termes de conservation, notamment. Tout est plus ou moins revu avec une œuvre d'art numérique et donc ça laisse la place à de nouveaux business models. Je pense notamment au format de location. Nous, on a deux solutions, on en parlera par la suite, mais notamment une solution d'abonnement mensuel. Et donc, selon nous, l'art numérique permet d'avoir recours à de nouvelles manières de penser l'art, ce qui est tout à fait intéressant. Bon, justement, on va en parler tout de suite de votre business model à vous, ArtPoint. Alors Julie, ArtPoint, j'aime bien poser cette question, d'où vient ce nom? Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors ArtPoint, c'est la petite parenthèse artistique dans un lieu qui n'a pas toujours vocation à proposer des expériences artistiques. C'est ça votre idée de départ, c'est de se dire on va mettre de l'art là où on ne s'y attend pas forcément. Tout à fait. Alors ArtPoint, en un mot, c'est un créateur d'expériences artistiques numériques. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte l'art dans des lieux de vie en fait, tels que des hôtels, des centres commerciaux ou encore des entreprises, dans l'idée de revaloriser des espaces. On voit quelques images qui montrent un peu votre travail. Tout à fait. Donc... Et il fallait que ça soit numérique. C'était forcément... vous n'auriez pas pu vous dire, tiens, on va mettre de l'art classique. Non, parce que selon nous, les œuvres d'art digital se prêtent à un support écran et une œuvre d'art traditionnelle qui serait numérisée n'a pas sa place sur un écran et ne serait pas appréciée à juste titre sur écran. Et c'est uniquement des écrans, le vecteur, le support, ou est-ce qu'il y a d'autres choses éventuellement? Très bonne question. En fait, nous, on propose deux solutions distinctes. La première, c'est l'accès à un catalogue d'œuvres d'art numériques sur écran. Donc aujourd'hui, on propose l'accès à plus de 1500 œuvres d'art digitales. Et d'autre part, on propose la création d'œuvres d'art numériques. Donc dans ce cadre-là, on peut proposer tout type d'installation qui va faire intervenir une composante digitale et on ne va pas se restreindre à l'écran. On peut proposer, par exemple, des sculptures connectées, des œuvres data génératives donc qui sont connectées en temps réel aux données, notamment d'une entreprise, des œuvres interactives et ce type d'installation peut être également proposé via de la projection. Et quel est l'accueil des entreprises? Vous êtes surtout sur du B2B, un marché inter-entreprise. Quel est l'accueil de vos clients? Écoutez, on a un accueil très favorable, notamment des entreprises, parce que c'est une solution qui, d'une part, permet de sensibiliser aux nouvelles technologies grâce à l'art, ce qui est un élément assez important pour les entreprises. D'autre part, ça permet de développer une certaine créativité, de développer des échanges et particulièrement dans la période actuelle, nous, on pense profondément que les moments en entreprise seront peut-être plus restreints et donc plus intenses et qu'il est important de donner envie aux collaborateurs de revenir sur son lieu de travail. On voit de plus en plus les entreprises qui essayent de penser des environnements de travail dynamiques et agréables. Et donc, l'art numérique s'inscrit bien dans cette tendance. Et en termes de business model, encore une fois, comment ça se passe pour l'artiste? Il reste propriétaire de son œuvre, il touche des royalties. C'est un peu différent que d'acheter une œuvre classique et puis voilà, de céder la propriété. Tout à fait. Écoutez, pour l'accès au catalogue d'œuvres d'art digitales, c'est très simple. Nos clients payent un abonnement mensuel en échange de l'accès à ce contenu qui va se renouveler tous les mois. Et nous reversons des royalties aux artistes dès lors qu'ils sont exposés dans un lieu. En revanche, pour le format de création d'œuvres d'art sur mesure. Il s'agit pour nos clients d'une acquisition et donc ils vont payer un prix d'acquisition qui va inclure également des droits d'auteur pour les artistes. Les artistes qui se spécialisent dans le numérique ne font que du numérique ou est-ce qu'éventuellement ils peuvent toucher à d'autres choses? Ils peuvent toucher à d'autres choses. On a beaucoup d'artistes qui travaillent justement avec différents supports, qui proposent des œuvres pluridisciplinaires, ce qui est très intéressant parce qu'on a plusieurs savoir-faire qui sont travaillés par un même artiste, mais ce sont généralement des artistes qui sont passionnés par les nouvelles technologies, mais qui nous questionnent plutôt sur notre utilisation des nouvelles technologies. Donc, paradoxalement, on pourrait penser qu'on a des artistes qui sont presque déshumanisés, mais absolument pas, justement. On a beaucoup d'artistes qui questionnent notre rapport à la nature, par exemple. Et est-ce que vous observez qu'il y a de plus en plus d'artistes qui embrassent cette technologie et ce numérique, ou est-ce que c'est encore un mouvement un peu, comment dirais-je, marginal? Écoutez, on a de plus en plus d'artistes qui questionnent justement ce courant artistique. On le constate un peu partout dans le monde. Nous, à titre d'exemple, on représente 150 artistes. On a des artistes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Ce qui est fascinant, c'est de voir que tous les continents se mettent à l'art digital et qu'il y a une
une vraie cohésion entre les artistes, une vraie communauté. Tous les artistes se connaissent et de plus en plus d'artistes qui ne touchaient pas toujours aux nouvelles technologies ont envie de comprendre le fonctionnement justement de ces outils du futur. Et combien ça coûte? Est-ce qu'on peut avoir une idée des prix? Là, on a vu par exemple tout à l'heure des écrans dans un hôtel, une œuvre d'art numérique. Alors, je ne parle pas des supports, hein. J'imagine que ça, les télévisions, ça a aussi un prix, les coûts d'écran, mais il peut vendre son œuvre à autant d'hôtels qu'il le veut sur la planète. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des séries limitées, un peu comme en photographie par exemple, ou en lithographie? Alors nous, on est tout à fait à même de proposer du contenu différent en fonction de nos établissements, dans la mesure où on a un catalogue de plus de 1500 œuvres d'art digitales. Après, ce qu'on pense aussi, c'est que les œuvres d'art numériques, comme on le disait, bouleversent les codes des œuvres d'art traditionnelles, qu'on n'est plus forcément sur un schéma d'unicité et qu'il n'y aurait pas forcément de valeur à avoir une œuvre unique. On est plus sur l'expérience, sur des émotions qui sont suscitées. Et donc, effectivement, si un client souhaite avoir une certaine unicité, de l'exclusivité, alors il aura plus recours à une création sur mesure. Oui, parce qu'en fait, avec le numérique, hein, la reproduction est de plus en plus facilitée, et donc éventuellement aussi la copie, ça c'est quelque chose auquel vous songez déjà, ou vous voyez poindre? Écoutez, il y a des systèmes notamment de blockchain qui sont consacrés à l'art, donc pas mal d'entreprises qui se lancent là-dessus. Après, nous, de notre côté, aucune copie n'est envisageable. Nous sommes les seuls à avoir accès au contenu. Mais bien évidemment, c'est un point qui est très important pour les artistes et qu'on regarde avec attention. Ça va prendre de la valeur, l'art numérique, selon vous? Il y a pas, à ma connaissance, hein, je ne suis pas un spécialiste, il n'y a pas encore de vente aux enchères avec des œuvres numériques, ou est-ce que ça existe déjà? Il y en a déjà. Il y a des collectionneurs d'art numérique qui commencent à se multiplier. Les conditions de fiscalité commencent à évoluer quant à l'art numérique. Donc on sent que les choses évoluent et c'est très agréable pour nous de voir toutes ces évolutions. Et vous pensez que c'est une branche de l'art à part entière? C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme quelque chose de moins noble, entre guillemets, que d'autres Non, selon moi, justement, il faut évoluer avec son temps. L'art plus traditionnel aura bien évidemment toujours sa place. Comme je le disais précédemment, pour moi, ce n'est pas une alternative, mais un complément qui permet de vivre des émotions d'une manière nouvelle. Et je pense que l'art numérique a toute sa place, que la démarche des artistes est bien présente et qu'elle est particulièrement inscrite dans l'air du temps. Bon, Julie, restez avec nous. On va voir comment est-ce que vous vous êtes lancée dans ce projet d'entreprise. Comment est-ce qu'on arrive à cette idée de créer une société spécialisée dans l'art numérique? Eh bien, écoutez, avec mon associé, on s'est rencontrés il y a tout juste 2 ans en master d'entrepreneuriat à HEC. On a décidé de monter notre entreprise en sortie d'études. Et ce qui a fait qu'on s'est lancé dans l'art numérique, c'est qu'on a été assez fascinés par tout l'engouement qui tournait autour de l'art numérique ces dernières années. On avait constaté des succès assez fulgurants, notamment à l'Atelier des Lumières, au Team Lab, au Grand Palais avec l'exposition Artists and Robots. Et on s'est longuement posé la question d'essayer de voir comment répliquer ce type d'expérience dans des lieux qui n'avaient pas toujours vocation à diffuser des œuvres d'art. Et tout naturellement, on en est arrivé à nos 2 solutions. D'accord. Et vous avez testé le marché, vous avez posé des questions tout à fait. Techniques, comme on l'apprend à HEC? Tout à fait. Bien évidemment, c'est vrai qu'il fallait se poser la question des lieux les plus pertinents pour pouvoir démocratiser ce courant artistique. Et puis, tout naturellement, notamment les hôtels se montraient de plus en plus axés sur l'expérience à proposer à leurs clients. Et donc, l'art numérique était un élément de réponse. Même argumentaire pour les centres commerciaux. Et puis, comme je le disais, pour les entreprises, on avait des entreprises qui misaient de plus en plus sur le bien-être à proposer à leurs collaborateurs. Et à nouveau, l'art numérique permettait de répondre à ces différentes problématiques. Et vous n'avez pas envisagé le marché des particuliers? Si, tout à fait. C'est une question qu'on se pose. Surtout par les temps qui courent, j'imagine, avec la crise. Bon, les hôtels, ça doit être un peu plus compliqué, les événements aussi. Tout à fait. Après, les hôtels ont justement le besoin d'attirer un public nouveau, peut-être plus local. Et on pense profondément que la vie va reprendre son cours à un moment donné et que ce type d'expérience, oui. On l'espère grandement, que ce type d'expérience sera encore plus apprécié par le futur. Et alors, sur les particuliers? Sur les particuliers, c'est un bon point. On y pense
évidemment, c'est quelque chose qu'on envisage plutôt dans les années à venir. Dans peut-être 2 ans, on essaiera de toucher ce marché-là. D'accord. Et comment ça se passe entre la théorie et la pratique, hein? On quitte les bancs de l'école, on a réfléchi à son projet et puis d'un coup on se jette à l'eau. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas en sortant de l'école ? Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu entreprendre. C'est quelque chose qui me fascinait. Et finalement, quand on est confronté à cette réalité-là au quotidien, c'est encore plus incroyable. C'est quelque chose d'assez stimulant. On rencontre des nouveaux écosystèmes tous les jours. On est confronté à des challenges quotidiens. Et à l'heure actuelle, je ne me vois plus du tout ne pas entreprendre. Voilà, c'est ce goût du challenge quotidien, avoir des journées dont on ne s'attend absolument pas, qui m'anime particulièrement dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est encore plus stimulant et challengeant que ce que j'imaginais. Et est-ce que vous dites déjà ça va fonctionner ? Parce que vous êtes sur un nouveau secteur, hein, vous avez inventé finalement, il y a plusieurs façons d'entreprendre. On peut créer un business qui existe déjà et essayer de l'améliorer ou partir d'une feuille blanche sur des territoires beaucoup plus vierges, c'est un peu ce que vous faites. Est-ce que vous dites oui, on va trouver notre marché, ça va fonctionner, est-ce qu'on va y arriver ? Écoutez, nous, on sent une réelle appétence pour l'art numérique, donc c'est très encourageant. On est très soutenu par différents acteurs culturels, par différents réseaux qui voient un vrai avantage dans ce type de solution. Et puis, de toute façon, nos clients sont la preuve que ce type de solution est porteuse pour l'avenir. Et entreprendre à deux, il y a que des avantages, il y a aussi quelques inconvénients. Comment est-ce que vous relisez écoutez, que des avantages. Je pense que être deux permet de vivre des moments de joie intense collectivement, des moments peut-être parfois plus difficiles parce que c'est un chemin qui est parsemé d'embûches. Mais c'est honnêtement que du bonheur. Disons qu'on se scinde les rôles de manière équitable. On a Laurie, mon associée, qui est elle plutôt sur l'aspect produit, financement, démarchage de nos clients. Et pour ma part, je suis plus en charge de l'aspect démarchage, gestion du portefeuille artistique. Et donc, on prend vraiment beaucoup de plaisir à avoir toutes les deux des tâches distinctes. Même si c'est à distance actuellement. Tout à fait, même si c'est à distance. Ça ne pénalise pas votre collaboration et votre... À nouveau, preuve que la cohésion peut encore perdurer de cette manière-là. On a hâte de reprendre une vie normale, mais on parvient à vivre de cette manière-là. Et puis avec l'art, ça aide à tenir aussi, Tout à fait. Et ça remonte le moral. Une question aussi concernant les business models, au sens les hommes ou les femmes qui ont pu vous inspirer en tant qu'entrepreneur. Écoutez, je citerai peut-être Paul-Antoine Bria et Alexandre Demetz qui sont les fondateurs de Yellow Corner. Yellow Corner, c'est une entreprise qui a pour vocation de démocratiser l'accès à la photo et je pense qu'on s'inscrit dans une logique assez similaire qui est une logique de démocratisation de l'accès à l'art. Je trouve ça assez fascinant ce qu'ils ont fait. C'était pas des HEC aussi ? Si, tout à fait. Ouais. Et vous avez été les voir pour leur demander des conseils ou tester aussi votre On idée ? avait échangé, on s'est déjà croisés à plusieurs reprises parce que, comme je le disais, on a une logique assez similaire pour bien évidemment des courants qui sont assez différents. Mais j'aime beaucoup la démarche qu'ils ont eue dès leur début, donc assez inspirant pour nous. Et puis on a eu la chance justement lors de cette majeure à HEC d'aller visiter toutes les grandes entreprises de la Silicon Valley, Facebook, Airbnb, Slack, LinkedIn. Et forcément pour un entrepreneur français, c'est très inspirant. Il y en a une qui vous a marqué plus qu'une autre ? Je dirais peut-être Airbnb. Airbnb, très marquant, des locaux assez fascinants et je trouve leur idée de départ assez incroyable et ils ont su voir très grand dès les débuts. Donc forcément, source d'inspiration pour des entrepreneurs français. Ils ont de l'art numérique dans leur entreprise en Encore, Californie. mais très bientot, on espère. Vous allez les aider ? On va les aider à revaloriser encore plus leurs espaces de travail. Parce qu'aux États-Unis, j'imagine qu'il y a aussi en effet des gens qui sont sur ce créneau. Tout à fait. Après, les États-Unis, c'est un beau terrain de jeu. On y pense également puisque les Américains sont aussi assez friands d'art numérique. Il y a beaucoup d'artistes numériques américains. Donc un beau terrain de jeu qu'on envisagera peut-être par la suite. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite, justement, Julie ?
Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Peut-être que nous, notre vision, c'est que l'art numérique fascine, qu'en parallèle, on a une multiplication des écrans dans le monde. Donc, on espère grandement que dans quelques années, tous les écrans soient habillés d'œuvres d'art numérique et qu'on soit la référence dans ce secteur-là. C'est ce qu'on vous souhaite. Vous viendrez nous raconter peut-être les étapes d'ici là. Avec grand plaisir. Et viendrez avec Laurie quand elle sera aussi déconfinée. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite et puis bon vent pour la suite. Merci. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.